Je vais vous emmener découvrir un univers très peu connu. On le foule tous les jours et on ne sait pas qui il y a dedans, ni à quoi ils servent. Est-ce que vous l'aurez compris? C'est le sol. Et oui, ce sol-là, on marche dessus, mais il y a quoi dedans? 95% de notre alimentation dépend du sol. Et ces 95% de notre alimentation sont possibles grâce à seulement 13% des sols, que l'on appelle terres fertiles ou terres agricoles. Pire encore, la FAO nous indique que 33% des sols seraient dégradés. Il faut 1000 ans pour faire un sol, qu'on est capable de détruire en à peine quelques dizaines ou quelques centaines d'années. En 2050, nous serons 11 milliards d'humains. Ça fait un peu de monde. 11 milliards d'humains à nourrir avec un capital de fertilité des sols qui ne fait que décroître. Érosion, pollution, perte de diversité et bien d'autres fléaux encore qui font de ce défi l'un des plus importants que l'humanité aura eu à gérer et dans un pas de temps qui n'aura jamais été aussi court. Mais le sol, c'est la vie. C'est un îlot de biodiversité. Imaginez qu'un quart de la biodiversité terrestre est présente dans les sols. Si on prend juste une cuillère à café de sol de forêt, on a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur Terre. Le sol, c'est la vie, et c'est cette vie dans les sols qui amène la fertilité. Ce sont ces organismes, bactéries, champignons, même lombriques, qui vont participer à la présence de 4 piliers essentiels à la croissance des plantes. Azote, phosphore, potassium et oxygène. Un sol est fertile lorsqu'il possède des nutriments en quantité suffisante pour que la plante puisse se développer et croître. Oui, mais voilà, en se développant, la plante se nourrit. Elle va donc appauvrir ce sol en ses éléments. Et quand on va venir récolter des fleurs, des fruits, des légumes, des graines, eh bien on récupère cette matière organique. Elle ne retourne pas au sol. Alors on casse ce cercle vertueux de la fertilité des sols. Comment le régénérer? On pourrait attendre tout simplement que le sol se reconstitue tout seul, comme il se passe dans une forêt. Mais je vous l'ai dit, 1000 ans pour faire un sol. On n'a pas vraiment ce temps-là. On pourrait aussi faire ce qui a été fait pendant de nombreuses années, cultiver des légumineuses. Ces plantes incroyables qui ont une chance, celle de s'associer avec des bactéries qui sont capables de venir fixer l'azote atmosphérique et de le restituer au sol et aux plantes. Là encore, on n'a pas ce temps d'intégrer ces rotations de culture. Alors qu'est-ce qui a été choisi massivement maintenant depuis des décennies? Eh bien, c'est l'apport d'engrais chimiques de synthèse. Ces engrais, ils vont permettre de ramener ces éléments nutritifs dans le sol pour nourrir les plantes. C'est donc un atout pour les plantes, mais c'est un fléau pour les sols. Ces engrais, ne l'oublions pas malgré tout, ont permis d'augmenter les rendements de nos cultures depuis des décennies et de nourrir une population mondiale en constante augmentation. Mais le revers de ça, eh bien, c'est une pollution des sols et des eaux. Et c'est aussi une dépendance de notre modèle agricole. Mais alors comment faire pour retrouver cette fertilité? Et pourquoi finalement l'utilisation des engrais est de moins en moins viable? Parce que nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de pays exportateurs sur ces engrais. Et que le coût de l'énergie a fortement augmenté, entraînant avec lui une flambée du prix des engrais. Parce que le coût environnemental de ces engrais est de moins en moins accepté aujourd'hui. Je l'ai dit, pollution de l'eau, des sols, mais aussi une participation forte aux émissions de gaz à effet de serre. Mais les agriculteurs ont bien compris tout ça. Ils sont déjà en train de changer, parce qu'ils ont des diagnostics de plus en plus précis sur les sols, parce qu'eux aussi, ils utilisent de manière de plus en plus courante des engrais organiques. Un mouvement est en marche. Mais pas si simple, parce que ces engrais organiques, par exemple, pour les avoir, il faut de l'élevage en amont, de l'élevage souvent conventionnel.
C'est un véritable casse-tête. Mais alors comment nous pourrions résoudre ce casse-tête? Oh, je le suis sûre, l'agriculture possède toutes les ressources en elle pour porter ce changement. Mais je vous l'ai dit, c'est le défi le plus grand que nous avions eu à mener. Alors il faut être tous ensemble pour le relever. L'ensemble des savoirs est nécessaire. Agriculteurs, scientifiques, citoyens, mais aussi entrepreneurs. Nous devons tous œuvrer dans une même direction pour amener ce changement. Pouvons-nous nous passer d'engrais? Prenons un exemple. L'engrais qui est le plus consommé aujourd'hui est l'engrais azoté. Est-ce qu'on peut cultiver sans engrais, finalement, azoté? Eh bien, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui ont pu montrer qu'à surface constante, il était possible d'alimenter un territoire comme celui de l'Europe en n'utilisant pas d'engrais azotés. Oui, mais attention, au prix d'importants changements et en profondeur, puisqu'il faut nourrir. Je le répète, nous avons 11 milliards d'êtres humains à nourrir. Nous avons un devoir face à ces humains. Mais l'agriculture a déjà connu des révolutions agricoles, 3 révolutions en 3 décennies. Les 2 premières ont permis d'augmenter les rendements et de nourrir cette population mondiale en constante augmentation. Rappelons-nous qu'il a fallu des millénaires pour atteindre la population en 1800 et en à peine 250 ans, elle a été multipliée par 10. Ça ne peut pas se faire sans impact. La 3e révolution agricole, qui est déjà en marche, c'est celle à laquelle l'entreprise que j'ai co-créée, Mycophyto, souhaite participer. C'est la révolution des innovations technologiques de rupture, qui permettent déjà aujourd'hui de relever certains défis en agriculture. Nous devons arriver à réconcilier les enjeux de nourrir l'humanité avec celui de préserver notre planète. Ça n'est pas un choix, nous devons faire les 2 en même temps. Nous devons nourrir et préserver notre planète. Pour ça, nous avons besoin de nouveaux outils. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la nature peut nous montrer le chemin. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des champignons mycorhiziens arbusculaires sous nos pieds? Vous les avez jamais vus? C'est normal. Ils sont invisibles à l'œil nu, microscopiques. Pourtant, ils sont bien là, hein, et depuis 450 millions d'années. Ça fait quelque temps. Ils sont capables de créer un véritable réseau autour des racines, un réseau avec des mains au bout. Et ils vont aller capter des éléments nutritifs, puiser ces éléments essentiels de manière beaucoup plus efficace et plus loin que ce que pourrait explorer une plante avec seulement ses racines. Ils sont aussi capables de garder, de maintenir de l'eau à proximité des plantes pour leur permettre de résister à des stress comme des stress hydriques. Et puis enfin, ce sont des pionniers. C'est les premiers à s'installer. Quand ils vont être implantés, tout un écosystème va pouvoir se générer autour d'eux, notamment des bactéries qui, elles, vont participer au cycle biogéochimique pour ramener ces nutriments dans le sol, comme l'azote dont nous avons parlé par exemple. Alors, cette association nous semble parfaite. C'est une association gagnant-gagnant entre la plante et ses champignons. 80% des plantes terrestres sont capables de mener cette symbiose avec une estimation de 300 espèces de ces champignons mycorhiziens arbusculaires. Ils nourrissent le sol, ils nourrissent la plante et on retrouve ce cercle vertueux de la fertilité des sols. Mais que se passe-t-il en agriculture? Pourquoi ne jouent-ils pas leur rôle? Ces champignons sont fragiles. Ils sont dépendants de la plante pour faire leur cycle de vie en entier. Si la plante a d'autres moyens de s'alimenter, elle va le rejeter, elle n'en a pas l'utilité, et il va disparaître. Et puis, par des actions mécaniques ou chimiques, dans les itinéraires de culture, on va fragiliser cette communauté de champignons mycorhiziens. Aujourd'hui, le constat, c'est que dans la plupart des sols agricoles, le seuil de ces champignons est trop faible pour qu'ils puissent avoir une action positive sur le sol et la plante. Alors le défi que s'est fixé notre deep tech industriel, c'est de venir optimiser cette association, venir régénérer les sols en boostant cette biodiversité de champignons. Mais encore faut-il savoir quels champignons mettre à quel endroit. Bah oui, on n'a pas un sol, nous avons des sols avec des biodiversités. Vous l'avez sûrement vu dans différentes productions agricoles, hein, le goût de ce qu'on produit n'est pas le même en fonction de l'endroit où ça a poussé. Eh bien ça, c'est parce que la vie est différente. Donc nous avons développé 3 piliers technologiques qui permettent de mener ça. Intelligence artificielle pour prédire, biobanque
pour conserver, système de production pour amplifier. Comme dans un diagnostic médical, l'intelligence artificielle nous permet de poser un diagnostic sur le sol, de comprendre l'état initial, d'où on part. Quel est l'indicateur de biodiversité de cet endroit? Quelle est son activité? Quelles sont les espèces de champignons mycorhiziennes qui devraient être les plus adaptées à cet endroit? Une fois que l'on a défini ça, il faut avoir ces champignons. Pour ça, c'est la biobanque, véritable conservatoire de ces espèces, qui nous permet ensuite de pouvoir développer des produits en intégrant ces espèces. Ça nous permet aussi, à notre petite échelle, de jouer notre rôle dans la préservation de ce patrimoine du vivant. Et puis enfin, une fois qu'on a ces champignons, qu'on sait quelles espèces mettre à quel endroit, notre système de production breveté nous permet d'amplifier et de formuler des produits qui vont être composés de 5 à 20 espèces différentes et qui sont facilement applicables dans différents itinéraires de culture. Les résultats qu'on a pu obtenir en utilisant ce concept ont un impact très fort. Je vais vous donner 2 exemples. La tomate, première culture maraîchère mondiale. Nous avons pu montrer, avec un apport de champignons mycorhiziens adaptés, une augmentation des rendements de plus 25%, en parallèle d'une réduction des engrais. Toujours cela. Donc on peut bien produire plus et mieux avec moins, finalement. Dans ce contexte-là, on avait pu montrer que les rendements étaient les plus importants lorsqu'on apportait les champignons et qu'on réduisait les engrais. Les rendements étaient meilleurs qu'avec une fertilisation à 100%. Autre exemple, la vigne. L'enjeu sur la vigne, c'est l'eau. Denrée tellement rare. Les stress hydriques sont de plus importants, les périodes de sécheresse de plus en plus longues, et ce stress hydrique entraîne une diminution des récoltes, une perte de revenus importante pour les producteurs. Là, nous avons pu montrer qu'on arrivait à maintenir cette eau, je vous l'ai dit, avec ce maillage autour des racines. On retient jusqu'à 20% d'eau en plus au pied des plants qu'on a traités, ce qui entraîne un maintien des rendements qui peut aller jusqu'à 40% de maintien de rendement en période de sécheresse, là où, je vous l'ai dit, la plante n'arrive pas à le contrebalancer et fait moins de fruits. Alors j'espère que vous l'aurez compris, le sol n'est définitivement pas juste un support. Le sol, c'est la vie. Nous ne pouvons pas continuer à l'épuiser inexorablement. Maintenant que la science nous permet de le comprendre, de mieux le connaître, continuons cette exploration. Continuons à essayer de le comprendre pour mieux le préserver. Comprendre le sol, préserver ce sol, c'est assurer la durabilité de notre alimentation. C'est assurer notre souveraineté alimentaire. Alors, vous le savez peut-être, nous avons rêvé notre avenir en regardant les étoiles. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rêver notre futur en regardant sous nos pieds. Merci.